Bonjour à tous, voilà le webinaire démarre et on va laisser les participants encore arriver un petit peu. On est Bonjour à à 4. tous. Alors Mathieu, oui, effectivement, bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Ici. Bonjour tout le monde. On est à 80 participants, donc c'est top. On va peut-être attendre quelques minutes de plus avant de démarrer. Rapidement, moi ce que je voulais faire, c'était déjà juste souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je suis ravi qu'on se retrouve à nouveau sur un webinaire à vos côtés. Je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous commencez à en avoir l'habitude. Donc, c'est des webinaires qui sont organisés en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie du Gard et de l'Hérault et Gare Tourisme, et donc nous et Aérotourisme. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les activités de loisirs donc, et les sites touristiques. Et c'est surtout comment vous aider à vous commercialiser plus efficacement sur le web. On va voir quels sont les leviers à actionner pour être plus efficace. Donc ça, vous avez Mathieu avec nous aujourd'hui, donc de marketing et tourisme et du groupement ID Réseau. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alors lui, on a de la chance parce que la partie commercialisation, c'est quand même un de ses dadas. Donc je pense que sur ces aspects-là, il va être très pointu. Et on a Gilles Delru avec nous d'Aérotourisme, qui lui est notre spécialiste du tourisme d'aventure et des activités de pleine nature, donc qui va pouvoir illustrer le propos avec pas mal d'exemples très concrets. Donc en tout cas, moi je pense qu'on va se régaler. Et en plus, on est 90 maintenant, donc c'est un très beau chiffre. Donc, je vous propose qu'on démarre, et puis on y va. On verra au fur et à mesure. Moi, je vous couperai de temps en temps s'il y a des questions. Je vais regarder au fur et à mesure. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont trouvé le module de questions. Donc, s'il faut, je reviendrai vous faire un petit coucou pour les petites questions. Ça marche. Donc on est parti, Nico? Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, je serai assisté de Gilles. Donc vous voyez les slides s'affichent. Voilà, il y a toujours un petit temps de latence. Donc Gilles, tu n'hésites pas à intervenir pour compléter mon propos. Je vais faire on va le faire en deux temps en fait, du coup, avec une approche sur l'état des lieux du marché côté demande et côté distribution, les gros opérateurs qui veulent prendre une place sur le marché des activités. Donc on fera un petit point là-dessus. Et la deuxième partie, qui est plus opérationnelle, je pense, pour vous, avec les leviers pour développer ses ventes, classés, entre guillemets, classés, hiérarchisés par ordre d'importance, et sur lequel n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions pour apporter des compléments, puisque du coup, l'idée, c'est d'être assez concis, de tenir sur 1h30, globalement, c'est ce qu'on a comme timing. Donc voilà, je pourrais compléter en fonction de vos attentes, bien évidemment, et n'hésitez pas du coup à réagir dans le module de questions-réponses. Voilà. Donc effectivement, je fais partie du groupement ID Réseau avec Vivian que vous aurez, je crois, la prochaine fois, et Véro que vous avez peut-être eu, je crois, j'ai plus fait attention. En tout cas, vous avez Vivian la prochaine fois. Et du coup, donc je vous propose de commencer, de démarrer sur faire un petit peu un état des lieux en fait de cette filière-là, sous l'angle de la distribution, donc sous l'angle de la commercialisation, de la vente et notamment de la vente en ligne, par rapport déjà en la projetant déjà par rapport aux filières d'hébergement plus classiques qu'on a. Si on fait juste ce parallèle-là, on voit qu'on est sur une filière qui est globalement atomisée, peu structurée d'un point de vue fédéral, comme peut l'être par exemple à l'hôtellerie de plein air, où il y a un syndicat puissant qui fait un travail de lobby, notamment auprès qui oriente même une forme de stratégie de distribution collective pour les campings, parce qu'il y a une charte des bonnes pratiques pour travailler avec les OTA, etc. Donc on a vraiment une approche très forte au niveau du syndicat de l'hôtellerie de plein air. Ce n'est pas du tout le cas sur les activités, puisqu'on a des activités qui dépendent des fédés, on a quelques syndicats, ça existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une pluralité de… Voilà. Au niveau de l'offre et de la présence de l'offre sur Internet, on n'a pas de poids de grosses marques comme peuvent être Gîtes de France ou Accor. Si on veut l'exhaustivité de l'offre, on a Google My Business qui fait excellemment bien le travail, et les offices de tourisme, en fait, toute la base de données. Alors, on a un terrain soft sur la partie Héroltaise, Constellation, je crois, ça c'est la partie technique côté Gare, mais globalement, c'est les bases de données d'information touristique. Donc, quand votre office de tourisme
où votre ADT vous sollicite pour la mise à jour de vos informations, c'est hyper important parce que ça fait partie des quelques points où en fait on a la visibilité de l'offre, de toute l'offre touristique d'activité sur les sites institutionnels, sur Google avec Google My Business et sur TripAdvisor avec TripAdvisor. Voilà, enfin, c'est un peu réducteur peut-être, mais en tout cas, c'est ces trois opérateurs-là qui donnent une vue d'ensemble de l'offre. Pas de distributeur majeur comme peut être Booking pour l'hôtellerie notamment. Pas de norme de classement non plus, ça serait en même temps un peu compliqué. Voilà, ça c'est juste pour illustrer le fait qu'on a affaire à une filière qui est particulière. L'autre point aussi qui montre qu'on est vraiment sur une filière particulière, moi je travaille beaucoup sur les problématiques de commercialisation, sur les activités beaucoup en ce moment, mais aussi sur les problématiques de commercialisation des hébergements, de toutes les filières d'hébergement. Et ça, c'est hyper particulier, c'est-à-dire qu'on a encore en 2019 presque 70% des ventes qui sont générées hors ligne et en direct. C'était l'état du marché qu'on avait il y a très longtemps dans les campings. Donc voilà, on a cet aspect-là qui s'explique par les pratiques de consommation, on va y revenir après, mais c'est très particulier quand même. Voilà. Donc les habitudes sont persistantes, effectivement, le côté, étant donné qu'on a presque, ça dépend des études, mais on a jusqu'à 85% des réservations qui sont faites en séjour. C'est-à-dire que les gens, en grande partie, quand ils partent en vacances, je parle de la clientèle touristique, va réserver sur place, donc globalement au dernier moment. Et il y a cette tendance de dire, bon, on verra sur place, on a aussi vite fait d'y aller que de réserver en ligne. Alors, ça va dépendre de plus en plus des activités. Là, il y a eu un effet Covid aussi, donc, qui va, à mon avis, laisser des traces assez fortes là-dessus. Et puis, donc ça, c'est le côté demande, mais le côté offre aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui encore 70% des prestataires d'activités qui ne proposent aucune solution de réservation en ligne. Donc, de fait, c'est en direct et hors ligne, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est effectivement le constat qu'on peut faire sur cette filière-là. La bonne nouvelle dans ce contexte particulier, pour ne pas dire autre chose, c'est qu'on n'a jamais consommé autant d'activités que maintenant. C'est un marché, le marché des tours et activités, un marché qui progresse plus vite que le marché du tourisme, vraiment plus vite. Là où le marché du tourisme progresse de 4%, les activités progressent de 9%. C'est les études mondiales qui montrent ça. Il y a une vraie appétence en fait pour les activités et les dépenses en fait en termes d'activités. Et là, quand on voit cet histogramme en fait, donc vous avez la barre en bleu foncé, c'est les ventes en ligne. Et le bleu clair, c'est toutes les ventes. Donc, en gros, la barre bleu foncé, c'est la part des ventes en ligne sur l'ensemble des ventes. On voit bien qu'on est sur une courbe ascendante, lente mais sûre. On a à peu près 13% par an de taux de progression du canal vente en ligne versus vente normale, enfin hors ligne. Et donc, on peut quasiment dire que voilà, c'est inéluctable. Il restera forcément une part de vente hors ligne, toujours, mais voilà, on est sur une progression inéluctable. Et côté demande, c'est renforcé aussi. Alors, j'ai pris cette étude-là. Il n'y en a pas 50 000 des études qui ont été faites sur les pratiques de réservation en ligne des Français, notamment. Là, c'est 1000 mères de famille. Donc, c'est une étude Funbooker. Hein, c'est pas une étude Sofres. Voilà, mais enfin, il y a un échantillon représentatif. 1000 mères de famille qui ont été interrogées. Globalement, ce qui ressort de cette étude-là, 90% des mères de famille se disent prêtes à réserver en ligne des activités, mais seulement 21% l'ont déjà fait. Parce que quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que 6 sur 10 ont rencontré des difficultés, soit pour trouver, soit pour réserver. Donc, on revient à notre schéma de base qu'on avait vu tout à l'heure, qui expliquait notamment pourquoi on avait presque 70% des ventes qui étaient faites en direct et hors ligne. Parce que voilà, d'un côté, il n'y a pas de réservation en ligne, où on ne trouve pas l'information. Donc voilà, je reviens encore sur les bases de données d'information touristique des offices de tourisme ou des ADT. C'est hyper important de les remplir, de jouer le jeu de ça, d'être présent sur TripAdvisor, d'être présent sur Google My Business, parce que si on ne vous trouve pas, déjà, c'est fin de la conversation. Et après, effectivement, il faut encore pouvoir vous réserver. Et là, on est sur des questions de système de résa. On va en parler un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un point majeur. En gros, le marché est prêt et souvent, il se confronte à une offre qui n'est pas prête, elle, pour être
réserver en ligne. C'est de moins en moins vrai et évidemment, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose qui est assez inéluctable au niveau de la digitalisation des ventes, si on peut parler comme ça. Voilà. Donc, la digitalisation des ventes, c'est aussi, et ça on l'a vu pendant le Covid, une réponse sanitaire. Là, vous avez une étude qui a été faite par le cabinet Arivol qui a montré en fait qu'on avait en août 2020, donc la saison dernière, on avait en Europe 47% c'était sur les sites touristiques, 47% des sites touristiques qui nécessitaient une réservation en ligne à l'avance de façon obligatoire, comme on le voit sur l'impression d'écran du musée du Louvre. Voilà. Donc c'était massif, c'est-à-dire qu'on a vu cette année, enfin la saison dernière, des sites touristiques passer, des musées notamment, passer de 0% en vente en ligne à 100%. Voilà. Alors 100%. Mathieu, pour compléter le propos de Mathieu, c'est vrai que voilà, on a pas mal d'échanges. Alors moi, c'est vrai plus avec les professionnels d'activités de pleine nature, mais voilà, enfin, vous le vivez tous, hein, il y a un impact fort de la crise. Et l'année dernière, en fait, beaucoup de professionnels ont reconcentré leur activité sur 3 ou 4 mois, alors que d'habitude, ils la font 9 mois, on va dire, sur les activités de pleine nature. Donc, fort enjeu sur les clientèles individuelles, parce que en gros, vous avez quand même beaucoup perdu les groupes. Donc, de la concentration d'activités et de la réservation de dernière minute. Si du coup a posé quelques soucis à beaucoup d'entre vous, parce que moi j'ai des témoignages de professionnels d'activité de pleine nature, ça leur était pas trop arrivé avant, qui géraient en fait leur réservation pendant l'encadrement de leur activité. Donc Florence par exemple d'Écu Larzac m'a dit j'étais sur mon cheval avec mes clients et je répondais au téléphone pour prendre des réservations parce que j'avais pas d'outils de réservation en ligne où les gens n'ont pas l'habitude ou compte et ça était mal communiqué. Donc c'est en ligne de ça semble, d'après les premiers échanges qu'on a eus, ça semble reparti pour cette année. Voilà, avec du coup, pour l'instant, un début de réservation, enfin voilà, une saison qui reprend en fait avec des dates un peu plus normales. Mais voilà, la crise de la Covid aussi a un impact très clair sur la façon dont les gens vont venir consommer les activités, et aussi avec des nouvelles personnes qui du coup ont l'habitude de réserver. Voilà. Oui, tout à fait, Gilles. Après, j'ai pas mis toutes les données qu'on a sur la saison dernière. Du coup, j'avais des données de BookingKit et de Regiondo, qui sont des systèmes de réservation en ligne, qui avaient vu finalement le volume des ventes doubler entre juillet-août 2019 versus juillet-août 2020. Voilà, donc x2, plus 100% d'augmentation. Donc oui, il y a eu un effet fort. Effectivement, forcément, il va en rester quelque chose. Après, on a également un autre élément très important qui est un corollaire de ça, en fait. Hein, du coup, c'est les fenêtres de réservation. Les campings, les fenêtres de réservation, c'est déjà entamé d'ailleurs, et c'est en ce moment. On va dire les gîtes aussi, etc. Voilà, les activités, fatalement, on est, et c'était déjà comme ça avant la crise du Covid, hein, le Covid n'y est pour rien là-dedans, hein, c'est des pratiques de consommation sur les activités qui font que globalement, on réserve pas du tout en même temps que l'hébergement. Là, je suis centré sur de la clientèle touristique, mais les fenêtres de réservation sont à peu près les mêmes, même pour de la clientèle de proximité, de la clientèle locale qui est juste en excursion. Hein. Globalement, vous avez ce graphique-là à l'écran qui vous montre le moment où on réserve versus le moment où on recherche. Donc, l'histogramme le plus foncé, c'est la réservation, le plus clair, c'est la recherche. On a 28%, donc c'est une étude qui a été faite en 2018 sur un échantillon de 1000 Français, 1000 Allemands et 1000 Anglais. Donc, on a 28%, quasiment un tiers qui réservent le jour même de leur activité. Donc là, évidemment, la réservation en ligne, elle est fondamentale pour cette fourchette-là, hein, c'est clair. 1 à 7 jours avant, à 36%.
1 à 4 jours, 1 à 4 semaines avant la consommation de l'activité. Donc là, on est juste à 14%. Et là, on va dire largement anticipé, au moins un mois à l'avance, c'est 22%. Donc on a certaines activités qui sont très anticipées. Je pense à des logiques de stage, notamment un stage de kite, on s'y prend pas à la veille généralement. Par contre, aller parc Acrobranche ou un site touristique, un musée, on peut tout à fait s'y prendre le jour même, quoi. Voilà. Donc on a des fenêtres de réservation qui sont beaucoup plus courtes que dans l'hébergement, et effectivement la réservation en ligne va faciliter en fait ce travail de prise de réservation le jour même. C'est-à-dire que quand vous êtes en activité, comme l'a évoqué Gilles, forcément quand les résas tombent toutes seules et le matin on se connecte, on a la liste des participants, on a le volume de réservation entre guillemets en ligne légèrement anticipé qu'on va avoir le jour même. Avec un peu d'habitude, on arrive à évaluer du coup précisément les flux qu'on va avoir de façon beaucoup plus précise. Et on peut adapter aussi du coup son staff, son matériel beaucoup plus facilement. Donc on a quand même des vrais bénéfices à ça, au-delà de comment dire, s'adapter au marché et aux attentes clients. C'est-à-dire que côté back-office, ça aide aussi. Alors, la bascule n'est pas simple parce qu'on a des activités qui sont parfois complexes et tout paramétrer pour vendre en ligne, c'est parfois complexe. Mais à mon avis, le jeu en vaut carrément la chandelle. Voilà. Donc cette autre étude était intéressante aussi de Google. Vous aurez les liens, vous aurez le support, vous aurez tous les liens en fait derrière les images globalement. 85% des voyageurs d'agrément décident de leur activité une fois qu'ils sont arrivés à destination. 85%, hein, c'est énorme. Et en fait, ce que j'ai noté aussi dans cette enquête-là qui était intéressante, c'était que 9 sur 10 s'attendent à avoir des conseils de leur fournisseur de voyage. Donc, ça peut être l'OTA s'ils sont passés par un OTA, ça peut être l'hébergeur s'ils ont fait une réservation en direct, ça peut être l'agence de voyage. En tout cas, ils ont un besoin de conseil quand ils sont en séjour qui est très fort et on le voit sur les requêtes qui sont faites sur mobile autour des activités près de moi, à côté de moi, etc. Quand on analyse les parcours clients et les requêtes qui sont faites sur Google dans un parcours client type voyage, donc avant, pendant, après, le pendant fait totalement exploser le volume de requêtes de ce type-là. Des requêtes très précises sur où est-ce qu'on peut se garer, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants, etc. Donc, on y reviendra sur cette notion-là, mais c'est hyper important ça, d'avoir ça en tête. Donc globalement, sur la clientèle touristique, le gros des résas se fait une fois qu'ils sont sur place. C'est un point majeur ça en fait sur ce secteur-là. Voilà. Et après, si on regarde les sources utilisées, c'est quand même intéressant de se poser la question de par où ça passe globalement. Donc on a ici, alors je vais tout afficher comme ça sera plus simple. Voilà, normalement là vous voyez tout. Ok. Donc la première figure, le premier graphique en fait montre les sources d'informations pour rechercher des activités. Donc on voit Internet. En fait, Internet, il va falloir cumuler computer, mobile phone en fait. Du coup, ils ont mis ça par support. On voit le poids du bouche à oreille quand même très fort. Family and Friends, 16%. La recommandation aussi de la part de l'hébergeur est très fort. Des autres voyageurs aussi, de la signalétique aussi, parce que le discovered by walking by, c'est-à-dire je découvre par moi-même en faisant un petit tour, la signalétique sur place peut jouer un rôle aussi important. Et après, sur les supports en ligne, on retrouve Google, TripAdvisor, évidemment, c'est les deux premiers et de très très loin, très forts. D'autres sites de tour opérateur ou d'OTA notamment. Et les sites de destination sont quand même relativement bien placés, les sites de votre office de tourisme, de votre ADT, et le site de l'hébergeur, voilà, site des hôtels, etc. Donc, attention, ce n'est pas à négliger, c'est-à-dire qu'on est sur à partir du moment où la réservation elle est faite sur place pendant le séjour, le poids de la prescription de tous ceux qui maîtrisent le séjour, que ce soit l'office de tourisme, l'hébergeur qui accueille le client, tant que la réservation n'est pas faite, il y a une influence potentiellement très forte des prescripteurs locaux qui peuvent être effectivement les amis, la famille qu'on peut avoir sur place ou à proximité, qui peut évidemment faire des recommandations, ça a toujours existé, l'hébergeur qui peut recommander. Si mon hôtelier au petit-déj me tape dans le dos et me dit Mathieu, non mais attends, tu peux pas partir d'ici si tu n'as pas vu ce truc-là, je ne l'avais pas du tout prévu, il me dit ça, du coup forcément j'y vais et voilà. Donc,
c'est un poids très très fort et donc faut en tirer profit parce que là, c'est plutôt une carte à jouer vis-à-vis des OTA. Alors les OTA, justement, on va en parler. Donc quand je dis OTA, c'est Online Travel Agency, ça veut dire les agences de voyage en ligne. Elles ont un appétit non dissimulé, on va dire, pour le secteur des activités. Je vous ai repris cette phrase qu'avait dit notre cher Steve de TripAdvisor en 2016. Nous croyons en fait que en captant ne serait-ce que 10% de part de marché, enfin one single digit, c'est entre 0 et 10%, donc il faut faire entre 1 et 10% de part de marché de la distribution, il était plus dans les projections sur 10. On pense qu'on a notre prochain milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui est assez vrai en fait quand on a les volumes d'affaires générés par les activités et notamment la part qui est faite en ligne. Si on en prend 10%, effectivement, il a son milliard de chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'il a pris son milliard de chiffre d'affaires depuis Steve? Je ne sais pas, il faudrait regarder leurs chiffres. En tout cas, Viator, TripAdvisor est le premier opérateur sur la partie activité. De loin, ou quand même d'assez loin, on va dire. Il est challengé par d'autres. J'ai mis un peu de côté, parce que ce marché-là, on a le côté culture, billetterie, qui est aussi très développé, mais on ne parle pas forcément de la même chose, on est plutôt sur de l'événementiel, du spectacle. Là, on a des poids lourds comme France Billet, Ticketmaster. Si on reste sur de l'activité de pleine nature ou du site touristique, globalement, et de tout ce qui est tour et activité, et site touristique et attraction, on va dire, on est plutôt côté tourisme. Et là, effectivement, les poids lourds, c'est TripAdvisor. On a Get Your Guide, on a Musement, on a Klook qui est très bien placé sur les clientèles asiatiques. On a Decathlon qui essaye de gratter un petit peu aussi le marché. Enfin, il est tout jeune, il vient d'arriver, mais enfin attention, c'est quand même Decathlon et c'est une autre approche, mais ça peut être intéressant. On a évidemment les offices de tourisme qui, à mon sens, ont une carte à jouer très forte. Et aussi des réceptifs locaux qui travaillent souvent sur des thématiques affinitaires et qui arrivent aussi souvent très bien à tirer leur épingle du jeu. Alors plutôt sur du groupe en règle générale que sur de l'indiv, donc là c'est forcément en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais ça devrait revenir à la normale. Et après, on a aussi ces opérateurs-là avec lesquels il faut compter. C'est Airbnb qui vend des expériences depuis, je crois, 2018, je ne sais plus, 2016, 2017, 2018. Bon. Qui vraisemblablement va encore progresser fortement. Je rappelle qu'Airbnb, avec Booking, il se challenge, mais en tout cas, c'est un des plus gros, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième plus gros vendeur d'hébergement au monde. Et que du coup, il s'appuie sur tous les hébergements qu'il vend pour pousser l'offre d'activité. Donc, il a les coordonnées de tous ceux qui réservent du Airbnb, les dates de séjour, l'email, le lieu de résidence. Et donc, du coup, tu as réservé sur le lac du Salagou ou près du pont du Gard un Airbnb le week-end prochain. Airbnb va pouvoir vous pousser les expériences qu'il a en stock à cet endroit-là, ou en tout cas autour de cet endroit-là. Qui ont de la disponibilité potentiellement sur ce créneau-là. Donc, c'est assez puissant. Et c'est le seul aujourd'hui qui vend des expériences vraiment au sens expérience, quoi. Les autres utilisent le mot, mais ils vendent en fait ce qui se trouve sur le marché. Ils n'essayent pas de modifier le produit qui est commercialisé, alors que le point clé sur Airbnb Experience, c'est justement de commercialiser des prestations d'activités vraiment expérientielles qui ne sont pas vendues ailleurs. Donc, on est vraiment sur quelque chose, à mon avis, qui va encore progresser. C'est Airbnb qui choisit, qui commercialise. On est à 20% de commission. Ils sont tous à peu près à 20% de commission. Donc, on ne va pas les passer en détail. Je pourrais répondre à vos questions après si vous le souhaitez par rapport à ces distributeurs-là. Je voulais juste faire un focus sur Google, en fait, parce que c'est le plus sournois, j'ai envie de dire. Mais avant juste de parler de Google, un petit point sur… Oui, Nicolas? Ouais, excuse-moi. Il y a une question. Ouais, en tant que tu es sur les distributeurs, alors j'ai une question qui est un peu particulière, je ne sais pas, mais c'était donc Evelyne, bonjour Evelyne, qui nous dit être en contact avec les opérateurs français qui sont donc de plus en plus tournés vers l'offre France.
Et elle se demande s'il existe des outils pour réserver aux agents de voyage, en fait, pour qu'ils aillent réserver eux-mêmes pour leurs clients des activités de loisirs. Je ne sais pas si tu as connaissance d'un outil vraiment dédié aux agents de voyage, en fait, pour qu'ils réservent pour leurs clients. Alors, oui, enfin, un outil dédié aux agents de voyage, en fait, il y a ceux qu'on voit là, en fait, du coup, les distributeurs qui ont des accès revendeurs, en fait, pour les réceptifs. Mais ça va se faire au prix de Et oui, de 20% déjà pour le prestataire qui est in fine qui est derrière et un apport d'affaires généralement qui est de l'ordre de 8%. Viator fonctionne comme ça, Get Your Guide fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on peut aller taper dans le stock de Get Your Guide ou de Viator en tant qu'agent de voyage, en tant que réceptif en fait du coup, et avoir une rétribution pour ça. Mais du coup, on est dépendant de l'offre mobilisée par ces opérateurs-là. Après, il y a des outils qui existent, les outils qu'on verra, qui sont des systèmes de réservation de type BookingKit, Reduendo, même Elo1 pour permettrait si tout le monde est structuré de la même manière avec le même outil, effectivement, il peut y avoir un accès revendeur. Mais il faut qu'il y ait l'uniformité de l'outil. oui, Si tout le monde a un outil différent, il faudrait se connecter à chaque back-office de chaque… voilà. C'est ça, là on limiterait le stock uniquement aux utilisateurs des lois ou aux utilisateurs de la solution. Exactement. En fait. Exactement. Mais ça peut, partant du principe qu'on a sur certains, alors je reprends un chiffre qui est global, 70% des prestataires d'activité qui n'ont pas de système de résa, il y a un moment, quand il y a une unité technologique, il y a aussi plus de facilité à structurer une distribution collective, qu'elle soit au niveau de l'office de tourisme en B2C ou qu'elle soit avec un revendeur type réceptif qui va aller taper dans le stock qui a été structuré sur la même technologie à l'échelle d'un territoire. Ça a vachement de sens. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, voilà, soit on va sur les outils métiers des activités, soit on va sur les distributeurs. Ouais. Oui, donc oui, effectivement. Après, on citait aussi Amadeus, Worldplan, et tous les autres. Mais là, c'est des outils en fait. Effectivement. Amadeus, ils ont quelque chose avec Sherpa du coup sur les activités, mais c'est anecdotique. Il n'y a pas grand-chose en stock dedans. Enfin, il n'y a rien qui sera mobilisé à mon avis déjà sur le Gare et l'Hérault en l'occurrence. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, je pense pas que ce soit la bonne plateforme. Ça marche. Merci. Voilà. Donc du coup, juste un point avant de parler de Google qui est très particulier sur Booking, parce que Booking a fait un petit pas en avant puis un petit pas en arrière. C'est-à-dire qu'ils avaient pendant 2018 lancé Booking Experience, donc avec leurs propres équipes, ils référençaient de l'offre et ils poussaient l'offre d'activité un peu de la même manière qu'Airbnb, c'est-à-dire dans un contexte de réservation d'hébergement. Je vends énormément de chambres d'hôtel et de location de vacances, moi, Booking.com. Tous les gens qui réservent par Booking.com de l'hébergement, je vais leur pousser au bon moment l'offre d'activité que j'ai mobilisée. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté cette démarche en propre et ils ont fait un partenariat avec Musement. En gros, ils ont dit, Musement, c'est un distributeur, il fait ce travail-là, on fait un partenariat avec lui, on n'a plus à s'en occuper, en gros, on fait des économies. Ils ont fait le constat que c'était quand même compliqué de mobiliser l'offre. Ils avaient besoin de résultats rapides, ils ne les ont pas eus, ils ont un peu abandonné. C'est un peu intéressant, cette approche-là. Voilà. Enfin, ils ont abandonné, en tout cas, ils ont décidé de passer par un intermédiaire pour faire ce boulot-là. Et donc, Musement, du coup, grâce à ce partenariat, gagne, par contre, en attractivité parce que quand on est sur Musement, on remonte aussi sur l'offre qui est proposée sur Booking.com. Donc, dans les emails d'avant-séjour, je vais à tel endroit, hop, je reçois un email de Booking qui me dit, voilà, vous pouvez réserver telle activité à tel endroit. Voilà. Donc ça, ces deux opérateurs-là, ils sont très puissants parce qu'ils génèrent beaucoup d'hébergements et ils ont les contacts clients et les dates de séjour. Donc c'est un énorme avantage sur le marché par rapport à du Get Your Guide ou même TripAdvisor qui n'ont pas ça en fait. Voilà. Et le dernier, c'est Google. Donc je vais vous présenter juste Google Réserve du coup. Il est un peu particulier. Ça, faut bien avoir en tête parce que du coup, ça peut, comment dire, perturber les stratégies de distribution. Là, vous voyez les arènes de Nîmes. Donc, je tape arènes de Nîmes sur Google. Donc, logiquement, si je tape les arènes de Nîmes sur Google, c'est que je connais les arènes de Nîmes. Sinon, on ne tape pas ce qu'on ne connaît pas en principe. Enfin, c'est pas en principe, c'est systématique même. Et je vois acheter des billets. Acheter des billets. Et en fait, si je clique sur acheter des billets, je vais rentrer dans un processus de vente simplifié
lié à Google My Business, donc à l'affichage de la fiche Google My Business de l'Arène de Nîmes, et qui va me proposer des créneaux, du prix et de la réservation, mais de la réservation de billets pour les Arènes de Nîmes. Et je vois en partenariat avec TripAdvisor. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que du coup, les Arènes de Nîmes se commercialisent sur TripAdvisor, ce qui, au demeurant, est plutôt une bonne chose, puisque du coup, ça permet de capter des clientèles étrangères, notamment anglo-saxonnes, qui sont rassurées de réserver sur TripAdvisor, c'est-à-dire qu'ils ont leurs habitudes. Souvent, les OTA, ils sont sur les activités, en tout cas, c'est aussi vrai sur l'hébergement, mais sur les activités, ils sont meilleurs sur les clientèles étrangères que sur les clientèles françaises. Les clientèles françaises ont des habitudes déjà assez nativement de réservation en direct. Et puis, voilà, c'est mon pays, c'est ma langue, je comprends, je connais, je vais réserver en direct. Sauf que là, en fait, j'ai une approche de départ qui est une approche de réservation en direct. Je tape le nom de la structure, donc je peux y aller. J'ai un gros bouton acheter des billets. Si je ne vois pas que c'est en partenariat avec TripAdvisor, parce que c'est marqué, mais enfin, ce n'est pas non plus écrit en énorme, je peux réserver directement sur Google en croyant que je réserve en direct. Et en fait, je réserve avec TripAdvisor. Donc, le fait d'être présent pour les Arènes de Nîmes sur TripAdvisor déclenche automatiquement l'affichage du bouton acheter des billets. Et là, évidemment, cette vente-là, elle se fait à 20% de commission puisque c'est les conditions de TripAdvisor qui s'appliquent. En fait, je réserve sur Google ou sur Google Réserve, du coup, sur l'interface proposée par Google, aux conditions de TripAdvisor. Donc, vraiment, comme si c'était sur TripAdvisor, en fait, un peu sur la logique marketplace. Les conditions de vente sont celles de TripAdvisor et concrètement, la commission, c'est celle de TripAdvisor aussi pour les Arènes de Nîmes dans ce cas-là. Donc, en fait, on va le voir ici sur un back-office de Google My Business de prestataires d'activité. Vous avez un onglet que n'ont pas la plupart des hébergeurs ou des offices de tourisme. Moi, ma Google My Business, je n'ai pas d'onglet réservation non plus. Il faut être un prestataire d'activité. On l'a aussi sur des commerces qui sont liés à tout ce qui est bien-être et les restaurants aussi. On a accès à cette fonctionnalité-là. Et là, on voit que je peux me connecter à des distributeurs ou à des systèmes de résa. Voilà. Donc, l'ensemble des distributeurs ou systèmes de résa compatibles avec Google My Business sont indiqués ici sur cette page-là. Vous avez le lien. Donc, on voit qu'il y a Get Your Guide, il y a Klook, il y a TripAdvisor, on ne le voit pas affiché, mais il y a TripAdvisor, il y a Musement. Ce sont des distributeurs. Ils se connectent automatiquement et ils vont coloniser le bouton réserver des billets si on le décide, entre guillemets. Enfin, il y a une partie qu'on décide, une partie qu'on ne décide pas. Et on voit aussi des systèmes de réservation. BookingKit est un système de réservation. Fairharbor est un système de réservation d'activité. Voilà, on en a d'autres. Checkfront aussi est un système d'activité. On va retrouver aussi du Regiondo, normalement, qui n'est pas affiché, mais qui est un système de réservation d'activité. Donc, on peut connecter son canal de vente direct ou on peut, du coup, laisser faire les distributeurs. Donc, ça se passe ici. Ce qu'il faut comprendre et ce que j'ai moi comme information de la part plutôt pas de la part de Google, parce que j'ai pas d'infos de la part de Google, mais plutôt de façon empirique à regarder un petit peu comment ça fonctionne côté prestataire d'activité, c'est que du coup, à partir du moment où Google détecte qu'il peut connecter quelque chose pour mettre le bouton réservé, acheter des billets, il le fait sans votre consentement, c'est-à-dire il l'affiche. Par contre, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de dire je laisse ouvert un canal de vente. Je peux choisir quel canal de vente je laisse ouvert, mais je suis obligé d'en laisser au moins un ouvert. Voilà ce que j'ai comme information. Donc, à partir du moment où on a un système de résa qui est compatible, effectivement, on va dire je ferme TripAdvisor et Musement et je laisse ouvert BookingKit si j'ai BookingKit, par exemple. Et donc, du coup, in fine, ce qui va se passer, c'est que derrière le bouton acheter des billets, j'aurai le même processus. Par contre, ça sera en partenariat avec Fairharbor, en partenariat avec BookingKit, en partenariat avec Regiondo, qui sont des systèmes de réservation. Et là, en l'occurrence, ça se fait comme une vente en direct, mais dans l'écosystème de Google. Voilà. C'est un peu technique. J'espère que c'était à peu près clair, mais je voulais quand même juste faire un point là-dessus parce que ça veut dire que se développer sur les OTA si on n'a pas la possibilité après derrière de connecter son canal de vente direct sur Google Réserve présente une forme de risque. Je rappelle, et on va le voir, le poids des OTA, il n'est pas si important que ça, parce qu'on peut avoir une réponse radicale. Je suis présent sur aucun OTA compatible Google Réserve, pas de bouton réservé, pas de bouton acheter des billets. C'est net.
Et donc, du coup, accès direct à site internet resaenligne.bar. Donc, attention en fait à cette approche avec les OTA. Si on n'en a pas du tout besoin et qu'on n'a pas de toute façon la capacité d'avoir un système de résa compatible avec Google Reserve, ce qui est pas, enfin, on a plein d'autres bons systèmes de résa qui sont pas compatibles avec Google Reserve, c'est pas un drame quoi. C'est pas un drame si à un moment je veux pas récupérer mes si j'ai besoin d'être commercialisé sur TripAdvisor, Get Your Guide, Musement, parce que c'est important pour mon business, alors effectivement, il faut être très vigilant sur ce point-là. Si j'en ai pas besoin aujourd'hui, qui pèse rien et que, en gros, ma clientèle, elle est française et beaucoup de proximité, bah, à ce moment-là, je m'en passe. Et du coup, j'ai même pas acheté des billets et tout va bien. Voilà. Donc, c'est un peu la question, faut-il avoir recours aux OTA? Ça dépend, en fait, vraiment de votre activité. Des cibles de clientèle que vous visez. Donc, j'ai repris la vue d'ensemble qu'on avait tout à l'heure en mettant des patates un peu pour dire voilà à qui s'adresse tel et tel distributeur. Donc, globalement, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'espère que oui. J'ai l'impression que c'est resté bloqué en fait. Non, vous voyez bien là, Gilles, tu peux me dire si, ou Nicolas, me dire si vous voyez bien l'écran avec Booking, Airbnb, les patates. On le voit très bien. Ouais, aucun problème. Ouais. Donc, on voit bien que pour attirer de la clientèle étrangère, Get Your Guide, TripAdvisor, Expedia, Musement, Klook à retenir parce qu'il est vraiment très très bon sur les clientèles asiatiques. Ils sont bons, ils sont puissants, c'est leur job, ils sont très bien pour ça. Après, si c'est pas fondamental pour moi, quel est l'intérêt? Faut se poser la question. Voilà. Après, on a d'autres distributeurs comme Airbnb et Booking qui sont pas dans Google Reserve, ils sont pas connectés, donc je pense qu'ils le feront pas. Je pense, mais on verra. En tout cas, qui peuvent être une solution et sans se concurrencer sur Google Reserve, parce que Google Reserve, ça s'affiche sur votre fiche Google My Business. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on va taper votre nom sur Google, c'est ça qu'on verra en premier. Je rappelle que 85% des réservations vont être faites en séjour. Et si c'est fait en séjour, ça sera fait avec le smartphone, évidemment. Et quand on tape votre nom sur Google sur un smartphone ou quand on le dicte, ben voilà, les impressions. Le premier truc qu'on voit, c'est Google My Business et le acheter des billets, il va être énorme, il va être en gros, quoi. Je suis passé rapidement sur l'exemple avec le musée de l'illusion tout à l'heure sur Google Réserve. J'essaie de le remettre peut-être à l'écran rapidement parce que ce sera peut-être plus facile, plus parlant. Le musée de l'illusion qui a connecté son canal de vente direct, puisque du coup, il a connecté Booking Kit, c'est son système de résa à lui, et donc du coup, qui vend finalement en direct sur Google Réserve. Je les ai contactés, ils m'ont dit à l'époque, en tout cas, c'était avant le Covid, mais ils m'ont dit que ça représentait déjà 15% des ventes. C'est-à-dire que c'est presque autant qu'un distributeur performant comme Viator. Donc attention, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Voilà. En fait, Mathieu, la DA qui est à l'écran, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'il y a une multitude d'opérateurs sur le marché. Ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans de ça, enfin il y a 5 ans de ça. Ouais, il y a 5-6 ans, voilà. Effectivement. Et qui sont spécialisés. Alors il y en a un qui est en tout petit, là, c'est nouveau, c'est Decathlon qui s'y met. Donc pour l'instant, c'est pas très très déployé. Ils l'ont fait au départ, je pense, plus en interne pour proposer en fait leurs propres activités, leurs propres animations sur les magasins, mais ça arrive. C'est sûr qu'avec Decathlon, par exemple, on va pas toucher la même clientèle qu'avec Get Your Guide. Voilà, on va être peut-être plus sur du local. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder. Donc, moi, ce que je retiens de l'ADIA, c'est que il y a plein d'outils différents, on en reparlera, ils sont aussi dédiés à certains métiers, ils sont plus ou moins bons sur certains points. Donc il y en a plein et ça dépend en fait des stratégies individuelles des entreprises de choisir le ou les outils qui sont le plus adaptés. Mais ça, tu vas le développer après. Donc, non, mais on verra ensuite. Je voulais faire cet état de la distribution parce que souvent, et puis on va le replacer dans le volume des ventes parce qu'en fait, il ne représente pas grand-chose en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, attention, mais il ne représente pas énormément. Donc, c'est vraiment
comment dire, à ajuster dans son, on va dire, son plan marketing, sa stratégie d'action marketing et commerciale à mettre en œuvre, pour moi, c'est pas forcément la priorité, elle est pas sur les OTA. Mais il faut être conscient de l'évolution de ce marché-là. Voilà. Et effectivement, comme disait Gilles, il y a j'ai fait le focus sur Google Réserve parce que l'enjeu, il est quand même de ne pas tomber dans une dépendance future d'un Viator ou d'un Get Your Guide ou d'un voilà. Faut l'éviter ça du coup parce qu'on voit, on a le secteur de l'hôtellerie aujourd'hui quand voilà, aller en dessous d'une dépendance de 40-50% de Booking.com sur l'ensemble de ses ventes, ça devient extrêmement compliqué pour un hôtel. Quand on en est là, c'est embêtant. Si on pouvait l'éviter, ça serait pas mal. Donc c'est une démarche collective quelque part, enfin, c'est une réflexion. Donc, c'est pour ça que je mettais le focus sur Google Réserve parce que Google Réserve vient perturber les stratégies de distribution et cannibaliser quelque part un peu le canal de vente direct puisque il va mettre un gros bouton réserver des billets et puis il va orienter sur un distributeur de type TripAdvisor ou Get Your Guide. Donc, il faut faire attention. Donc, si on choisit des distributeurs qui ne remontent pas sur Google Réserve, déjà, c'est une forme d'habilité voilà, je joue la carte de Decathlon, par exemple, en proximité et je continue à développer mes ventes en direct. C'est les leviers qu'on va voir après. Donc voilà, je voulais faire ce point-là. Et pour remettre un petit peu dans le contexte le poids des OTA, le poids des distributeurs, je rappelle qu'on a sur la figure qu'on a vue au départ, hein, du coup, le graphique qu'on a vu au départ, 70% des ventes, c'est en direct et hors ligne. Alors, les ventes en ligne progressent, hein, évidemment. Et si on se concentre sur les ventes en ligne, donc j'ai pris la ventilation des ventes de l'ensemble des clients de Treksoft. Donc, Treksoft, c'est un système de réservation d'activité qui a un bon channel manager aussi, hein, qui fonctionne très bien. On voit en fait le poids de Viator, Expedia, Get Your Guide, Musement sur l'ensemble de leurs clients en fait en 2018. Ça représente 10%, même pas 9% de l'ensemble de ce qui passe par le système de réserve. Ok, ça veut dire qu'il y en a une grosse partie, c'est du hors ligne. Et puis de tout ce qui va être fait globalement en ligne, on en a 66%, ça va être de la vente en direct. Et puis on en a 10% globalement, ça va être des OTA. Viator en premier, Get Your Guide, Musement. Alors on n'a pas là les chiffres de Expedia, pardon, Airbnb ou Booking parce que tout simplement ils ne sont pas connectés la plupart du temps dans les outils qu'on va qualifier de channel manager qui permettent d'aller distribuer des dispos et des prix sur des distributeurs. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas. Voilà. Donc ça pèse pas grand chose aujourd'hui, mais attention quand même, là je vous ai mis et on terminera dessus, sur la partie OTA en tout cas, c'est le taux de progression. C'est un taux de progression, ce n'est pas une part de marché, hein, vraiment attention à l'analyse. C'est un taux de progression en 2019, c'est-à-dire quel canal de vente en 2019 a le plus progressé par rapport à 2018. Les OTA ont fait du plus 20% quand les ventes en ligne en direct de l'ensemble des prestataires d'activité ont eux augmenté de 13%. Quoi. Voilà. Donc ils ne représentent pas énormes aujourd'hui. Par contre, c'est ceux qui progressent le plus vite. Voilà. On s'arrêtera là-dessus. Donc, il y avait une question que je voulais poser aussi bêtement comme ça. Faut-il passer à la vente en ligne? J'ai envie de dire, peut-on encore se poser la question en 2021? Alors, on a tout à fait le droit de se la poser déjà, parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais je pense que oui, c'est hyper important de passer à la vente en ligne pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on a des contraintes sanitaires, évidemment, qui favorisent tout ça, mais c'est surtout une question d'adaptation au marché. Voilà, les mères de famille, 9 sur 10 sont prêtes à réserver en ligne. Les nouvelles générations sont quand même assez connectées pour la réservation en ligne. Et au-delà de ça, c'est vraiment un gain d'efficacité et de temps dans son organisation. Les fenêtres de réservation, elles sont très courtes. Pour ne pas perdre des ventes parce qu'on n'est pas en capacité de décrocher le téléphone ou de donner simplement l'information de la disponibilité, il faut passer à la vente en ligne. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut le faire. C'est hyper important. Voilà. Après, la question, c'est quels sont les leviers prioritaires pour développer ces ventes. Voilà.
Donc là, on va passer en revue les leviers qui sont pour moi, hein, c'est ma vision à moi, donc on a le droit de ne pas être d'accord et de critiquer même la hiérarchisation de ces leviers d'action. Il n'y a aucun problème là-dessus, n'hésitez pas à réagir du coup. Selon moi, du coup, le premier levier sur lequel il faut vraiment appuyer, c'est la prescription en fait, locale. Encourager la prescription locale. Alors, qui sont les prescripteurs? Ça va être les hébergeurs. Ça va être les hébergeurs, donc tous les hébergeurs, c'est-à-dire hébergeurs, ceux qui font de l'échange de maisons, le loueur Airbnb, et évidemment les gros opérateurs que peuvent être les campings, les hôtels, les résidences de tourisme. Les offices de tourisme aussi, qui sont évidemment quand même les patrons de la recommandation touristique sur place. Et puis les habitants, les locaux, qui peuvent être vos partenaires, vos fournisseurs, vos voisins et vos amis, évidemment. Donc, aux acteurs locaux, inviter au lancement de clôture, tout ce qui est anniversaire de saison, lancement de saison, clôture de saison, etc., sont des éléments hyper importants. Il ne faut pas manquer ces moments-là, c'est-à-dire le moment où on ouvre, le moment où on ferme. Ça peut être des moments où on va vraiment développer, on peut comment dire, attirer les clientèles locales, on peut même leur réserver le créneau, c'est-à-dire que le premier jour et le dernier jour, c'est pour eux, de manière à ce qu'ils maîtrisent bien, qu'ils connaissent bien la structure et qu'ils puissent mieux la prescrire. C'est plus facile de prescrire les choses qu'on connaît et qu'on a testées que celles qu'on ne connaît pas, évidemment. Permettre aux locaux de venir aussi, donc c'est le moment de leur donner aussi des invitations, des gratuités, tout dépend de ce qu'on vend, évidemment. Si on fait des tours en hélico, ça va être un peu compliqué, mais de la remise du prix coûtant sur quelques dates, des codes promo, etc., vraiment dédiés pour eux. On peut aussi les diffuser, ces codes promo, notamment sur les réseaux sociaux. On a la capacité de restreindre l'audience, y compris, alors en publicité évidemment, mais y compris sans publicité. C'est-à-dire, on a des messages Facebook, on peut restreindre l'audience juste en local, de manière à ce que ces codes promo soient majoritairement vus par des gens qui habitent en local. On va en associant un message qui est très orienté sur c'est juste pour vous parce que vous êtes des locaux, on va aussi favoriser la consommation par les locaux et in fine après la recommandation. Donc ça, c'est un point important. On peut utiliser les messageries aussi de Booking, d'Airbnb, d'Abritel, de Home Exchange pour envoyer aussi de l'information et des codes promo aux hébergeurs autour de soi pour les inviter et leur dire venez tester notre offre pour mieux la recommander aux voyageurs qui viennent chez vous. Et puis, on peut aller jusqu'à de l'affiliation, donc notamment des gros opérateurs comme des campings. S'ils passent beaucoup de temps ils peuvent même prendre des réservations pour vous, hein, dans certains cas. Donc, on peut avoir des logiques d'apport d'affaires avec des rétrocommissions. Pourquoi pas. Et puis, essayer de comptabiliser, si vous faites un code promo dédié à un hôtelier, par exemple, qui vous recommande, si ce code promo, il est donné qu'à l'hôtel de la Poste, par exemple, et du coup, vous pouvez voir dans votre outil de réservation combien a apporté ce code promo sur votre business, vous serez en capacité de dire, ah ouais, l'hôtelier, il m'a bien recommandé, et donc j'y vais avec un carton de 12 bonnes bouteilles pour le remercier d'avoir fait ce travail-là. Par exemple, ça peut aussi aller jusque-là, et c'est quand même des fois plus sympathique qu'une rétrocommission. Voilà, donc là, vous avez un exemple, en fait, j'utilise la messagerie interne d'Airbnb pour contacter Julien et lui dire, Julien, je suis un prestataire d'activité, je suis juste à côté de chez vous. Je ne sais pas si vous nous connaissez, mais n'hésitez pas à venir nous voir, on vous paye un coup, puis on vous fera tester notre activité. Voilà. Ça, c'est tout bête. J'ai des retours de prestataires qui l'ont fait, notamment sur Marseille, et ça fonctionne très bien. Hein. Donc, c'est intéressant à faire. Donc, juste fonctionner la recommandation. Donc, je commencerai par là. Ça paraît le levier d'action, un petit peu ramasser les fruits mûrs au bord de l'arbre avant de sortir la grande échelle. Quoi. Voilà. Le deuxième levier incontournable, c'est My Business. Donc, on l'a vu avec Google Réserve tout à l'heure, Google My Business et TripAdvisor.
C'est hyper important. Donc voilà, je ne vais pas développer davantage, hein, mais Google My Business, quand on va taper activité Cap d'Agde, on aura une sélection sur Google Maps et donc du coup, on pourra vous retrouver par là. Donc si vous n'y êtes pas, dommage pour vous, ça va être compliqué. Le fait d'être dans le listing aussi des activités sur TripAdvisor est un point très important. Et donc là, on voit l'importance aussi du site web in fine, hein, qui est en bout de chaîne. Le site web, s'il n'est pas responsive, s'il n'est pas adapté mobile, comme c'est le cas pour l'aquarium, là, du coup, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on fait demi-tour, on ne voit rien. Enfin, ça ne donne pas du tout envie d'aller plus loin, d'aller sur la réservation. Donc ça, c'est les deux services absolument incontournables. Sachez aussi utiliser à bon escient les posts sur Google My Business pour annoncer vos promotions, vos offres spéciales, faire de l'animation, en fait, l'animation des ventes et l'animation aussi de votre structure sur les informations importantes. Vous pouvez publier des posts qui vont être vus dans l'onglet Actu. On a notamment un post Covid aussi qui permet d'informer sur les mesures sanitaires, donc il faut vraiment l'utiliser. Voilà, juste pour rappel, hein, les sources utilisées pour rechercher des activités sur Internet, 1 Google, 2 TripAdvisor, donc c'est pas un détail. Ensuite, évidemment, c'est votre site web. On l'a vu, et on l'a vu en lien avec TripAdvisor et Google My Business. Les deux font un lien direct sur votre site Internet, donc il faut que le site Internet il soit joli. Oui, Nicolas, je t'écoute. Oui, j'en reviens. Oh, j'adore ces petites apparitions, c'est très drôle. J'avais juste deux petites questions avant que tu entames le point suivant. Donc Alexis, qui déjà passe un bon moment, donc déjà c'est très bien, merci Alexis. Et une question sur, alors qui n'est pas évidente, mais jusqu'à quel taux est-ce que tu estimes que la commission des plateformes sera acceptable? Qu'est-ce qui reste voilà, acceptable par rapport à cette marche sur le chiffre d'affaires? Et Anne-Cécile qui avait une question sur Google My Business. Mais enfin voilà, est-ce qu'on peut modifier ou changer l'ordre des photos mises par des clients sur Google? Ouais. Voilà. Ouais, je la connais cette question-là, elle est oui, bah non. Bon. Donc sur la première question sur les taux de com, en fait, c'est à vous de savoir hein, ce qui est acceptable ou pas. La norme, c'est 20%. Voilà. Donc, si on n'accepte pas la norme, on va refuser la plupart des distributeurs. En fait. Voilà, ça va être comme ça, globalement. Airbnb Experience sont à 20%, Viator est à 20%, enfin c'est entre 20 et 25. Après, il peut y avoir une variation, mais c'est 20%. Donc, souvent, c'est 20%. Donc, c'est la norme. C'est pas choquant, franchement, un tour opérateur, il a toujours pris 20-25% minimum pour travailler. C'est les marges que prennent aussi les agences, souvent réceptives. Moi, 20%, ça me choque pas. Enfin, vraiment, si on est bon, on va chercher le client tout seul et on n'en a pas besoin. Et si quelqu'un vous amène le client, bah, ça se paye, quoi. Voilà, moi, je suis pas choqué avec ça. Ce qui est, voilà, là où je vous ai mis un petit peu en garde, c'est vraiment la démarche, la manière dont Google arrive sur le marché. Google, c'est quand même, en colonisant Google My Business avec son bouton réservé, il squeeze un petit peu le schéma classique d'une réservation en direct en mettant ce bouton-là et en orientant potentiellement sur un distributeur. Non, le risque, il est plutôt là que sur les taux de com. Après, voilà, tout dépend ce qu'on vise. Aujourd'hui, pour toucher de la clientèle asiatique, par exemple, sans le distributeur, enfin, c'est compliqué, quoi. Au-delà même de la clientèle internationale, c'est quand même là où il y a de la plus-value des OTA aujourd'hui. Un TripAdvisor ou TripAdvisor plus Get Your Guide plus Klook, par exemple, sur les activités, vont vraiment vous permettre d'avoir une visibilité à l'international qui serait compliquée à avoir par ses propres moyens. Donc après, s'ils apportent des ventes par là, c'est très bien. Le problème, c'est que vous allez vous les frapper en direct quand on va taper votre nom sur Google avec Google Réserve, du coup. Donc c'est là où il faut être vigilant. Donc, et après, pour les photos qui remontent sur la fiche Google My Business, ben non, en fait, vous n'avez pas la main. Enfin, vous avez la main pour mettre vos propres photos. Généralement, la photo à la une et la photo de profil, il va prendre ce que vous lui donnez. Et les autres, il va faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va chercher les photos qu'il a envie, notamment les photos sur Internet, c'est-à-dire même les photos qui ne sont pas chargées sur votre fiche
par des clients, parce que des clients peuvent charger des photos lorsqu'ils laissent un avis, ou etc. Il peut même aller chercher d'autres photos qui vont être présentes sur Get Your Guide, sur TripAdvisor, et qui ne sont même pas en lien, qui n'ont même pas été mis sur votre fiche par quelqu'un, que ce soit vous ou un client. Google fait totalement ce qu'il veut là-dessus. Voilà. On refera en fin de webinaire un petit point SIT, en fait. Voilà, sur Mathieu l'a signalé, hein, l'importance de veiller à la bonne qualité de votre fiche, alors dans Tourinsoft chez nous ou dans Constellation dans le Gard. Ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez jouer. C'est-à-dire que là, on travaille à la mise en ligne de notre nouveau site internet, donc en fait, on voit bien passer vos fiches. Et en fait, il y a un truc qui est drôle, c'est que vous faites souvent pas du tout attention à la photo qui est la première en fait dans le SIT. Donc parfois c'est pas forcément votre activité principale ou en tout cas celle qui est la plus génératrice d'activité chez vous qui apparaît en premier. Parfois elles sont pas terribles. Voilà. Donc c'est un truc effectivement. Alors vous pouvez pas jouer sur Google My Business avec ça, mais par contre dans l'affichage issus du SIT sur nos sites internet, sur ceux des offices de tourisme et aussi sur nos diffuseurs, puisqu'en fait on diffuse aussi vos données auprès d'autres opérateurs. Ça, vous pouvez jouer. Donc faites-y attention. C'est vrai. Vous n'avez pas la main sur Google, mais vous l'avez ailleurs, du coup. Je reviens, excuse-moi. Parce qu'il y avait une question intéressante d'Anne-Cécile aussi qui, par rapport au taux de commission toujours, alors elle dit du coup si la commission moyenne est de 20%, notamment chez TripAdvisor, est-ce que tu conseilles d'être 20% plus cher chez TripAdvisor? Et oui, mais c'est TripAdvisor, du coup, c'est les équipes de Viator qui sont derrière TripAdvisor. Oui. Ils vont pas être trop contents avec ça, du coup. Donc, ils vont voir effectivement que vos tarifs en direct sont 20% moins chers. Donc, on a le droit de le faire. Après, dans une négo un peu avec eux, du coup, voilà, ils vont essayer de vous imposer une forme de parité tarifaire. Donc, à vous de voir comment vous. Voilà, là, comment dire, ça se négocie entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez tout à fait vous êtes en droit normalement de pouvoir le faire, mais ils sont en droit de ne pas vous prendre aussi. Voilà, c'est un peu le truc. Une des techniques étant de ne pas tout loger en fait chez ces distributeurs. Il y avait eu des travaux avec le réseau Oxygène là-dessus. Alors c'était par rapport je sais plus si c'était Trip ou Airbnb là qui avait lancé un système d'expérience. Et en fait, le principe, c'était de créer un produit, ou de mettre en avant un produit un peu particulier. Ouais. J'ai l'exemple sur un parc Acrobranche, un truc un peu exclusif le soir avec une dégustation de vin. Donc voilà, c'était un produit particulier. Celui-là, il était mis en avant chez certains distributeurs. Et là, voilà, comme il avait un caractère un peu exceptionnel, on pouvait jouer effectivement sur le prix. Mais mettre un produit basique à plus de 20%, vous allez plus être concurrentiel et effectivement, comme le disait Mathieu, le distributeur, il va pas aimer. Ouais, donc on a ces aspects-là, c'est-à-dire de jouer sur une forme de différenciation de prix pour être toujours plus compétitif en direct. Donc ça, faut garder cette idée-là. Après, elle n'est pas forcément dans le report massif et systématique du prix public, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a des réflexions qui seraient à avoir aussi sur toutes les stratégies de prix qu'il peut y avoir sur les activités. J'en fais pas état là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est un secteur où en fait en termes de stratégie de prix, on est au niveau sur une échelle de 1 à 10, on est à 1 aujourd'hui. Il y a à peu près rien qui est fait, alors qu'il y a des tonnes de choses à faire pour faire un peu varier les prix en fonction des occupations, des créneaux, etc. Donc c'est pas, je sais que c'est pas un truc dans la culture de la plupart d'entre vous. Pour autant, on voit certaines pratiques dans l'hébergement dont on pourrait s'inspirer sans tomber dans les travers non plus, hein, mais il y a des choses à faire là-dessus au niveau du prix, déjà pour ces prix en direct. Et après, évidemment, du coup, plus on a des prix différents en direct, plus on va pouvoir avoir des stratégies fines aussi sur les OTA. Voilà.
Donc, il y a effectivement, j'ai un autre produit, donc là, la question ne se pose pas et je peux marger davantage. C'est ce qu'il faut, à mon avis, faire sur certains distributeurs. Alors, Airbnb Experience, c'est obligé, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les produits que vous avez, vous, en catalogue. Ils veulent un produit spécifique qui est vraiment une expérience. Donc, l'exemple de Gilles, c'est Airbnb. Et donc là, il n'y a pas de problème. On peut travailler comme ça. Et puis après, on a des distributeurs qui sont aussi très gourmands, comme les coffrets cadeaux, les Smartbox, etc. Pour qui vous avez vraiment intérêt à faire des produits particuliers si vous ne voulez pas passer à l'as au niveau des marges, quoi. Voilà. Et après, sur de la dispo temps réel, parce qu'en fait, ils fonctionnent sur de la dispo temps réel, sur TripAdvisor, TripAdvisor, Get Your Guide. Ces sites-là sont, voilà, ils vont vous apporter, ils peuvent, si vous avez une technologie compatible, vous pouvez vous connecter directement à eux et ils vont aller taper dans le même stock que vos produits. Donc, ils vont aussi, ça devient compliqué de dissocier aussi trop les produits, sachant que vous êtes sur de la dispo temps réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément simple. Donc là, on a des stratégies de différenciation des prix, mais qui sont un peu plus fines que j'augmente de 20% parce que la com est de 20%. Il faut aussi reconnaître le travail qui est fait du distributeur. Enfin, moi, je ne les défends pas, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il vous apporte un client, il n'y a pas de raison de… Bon, voilà, faut un peu d'équité, et c'est là qu'on rentre dans une négo, généralement. Voilà. Bon, j'espère que je suis à peu près clair. Je reviens sur mon point 3 là, du site internet, c'est hyper important. Et c'est, je pense, le point qui est le plus lourd en fait en termes d'énergie, de temps de travail, etc. Parce qu'il faut y passer beaucoup de temps. Donc un site adapté mobile, donc responsive ou mobile first, hein, c'est encore mieux. Alors c'est philosophique, hein, mais c'est que le thème qu'on va choisir, donc le design du site, il a été pensé en premier pour le mobile et il se décline sur un ordi. Donc là, ça c'est vraiment le type de thème qu'il faut prendre parce que le gros des connexions, ça sera des connexions mobiles sur votre site, du coup, compte tenu des fenêtres de réservation et de recherche et de réservation. Et puis, il ne faut pas oublier aussi toute la partie sanitaire, là, du coup, hein, très importante encore aujourd'hui, donc il faut vraiment la mettre en avant. Donc là, travailler avec une page dédiée sur les mesures Covid et puis une annonce sur la page d'accueil, une rubrique dédiée ou en tout cas un petit pop-up bien fait qui oriente sur ces mesures sanitaires. Il faut quand même encore rassurer sur tout ça. Voilà. Et l'autre point, c'est qu'il soit marchand. Donc, effectivement, on va proposer la vente en ligne sur son site et on va privilégier des interfaces de vente jolies, ergonomiques. Donc, j'ai mis quelques exemples de systèmes de résa qui proposent des interfaces de vente tout à fait respectables. C'est hyper important parce que si l'interface de vente elle donne pas envie, du coup forcément on va perdre des ventes bêtement. Il y a l'intégration aussi de la vente qui peut être faite. Voilà, alors souvent il y a des petits widgets par produit qui peuvent être mis en place. C'est souvent la technique la plus utilisée parce que c'est la plus pratique. On va avoir un choix. On va maîtriser du coup sur son site l'éditorial qui va présenter l'ensemble de ces activités et on va greffer le petit moteur de réservation qui correspond à l'activité. Et on pourrait avoir en page d'accueil un moteur de réservation global qui va chercher sur l'ensemble des disponibilités de toutes les activités que l'on a. C'est pas forcément très compliqué à mettre en place. En tout cas, il faut être très vigilant sur l'interface de réservation. Et donc, l'interface, c'est un des critères de choix, de sélection de son système de vente. Évidemment, c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un comparatif, ça serait trop… j'aurais pas le temps, il me faut beaucoup plus de données sur l'activité, etc. Mais il y a quand même des critères sur lesquels il faut être très vigilant. J'ai déjà mis 2 paquets d'outils là en fait. On a les outils qui sont vraiment adaptés aux activités de loisirs en haut. Et plus bas, vous avez les outils vraiment de billetterie, de type billetterie événement. C'est vraiment deux familles d'outils quand même qui répondent à des problématiques quand même différentes. Donc si on est un site touristique, un musée qui globalement a un seuil maximum défini par la commission de sécurité des pompiers et puis qui a 3 tarifs, globalement on est sur quelque chose de très simple. Un outil de billetterie type événement peut tout à fait faire l'affaire et un outil d'activité bien évidemment aussi, quoi. Ça devient plus complexe après quand on est un prestataire d'activité avec de la gestion de ressources. Ce qu'on appelle la gestion de ressources, ça va être du matériel dont dépendent plusieurs activités et aussi peut-être de l'activité encadrée et de la location sèche. C'est-à-dire que le même matériel, il peut être utilisé avec un encadrement, c'est-à-dire avec un nombre maximum et des fois minimum aussi
de participants pour déclencher la vente. Donc là, on peut avoir une gestion de double ressource, c'est-à-dire qu'une prestation dépend de la disponibilité du moniteur et de la disponibilité du matériel. Et ce matériel, il est utilisé sur plusieurs activités. Donc là, on comprend bien que l'outil de billetterie où il y a un produit, un stock, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est un point important. Est-ce que le support est en français? Est-ce qu'on a des gens qui nous répondent en français? Ça paraît con, mais on a des très très bons outils. Par contre, il y a quasiment personne qui parle français. Donc, si on est parfaitement bilingue, il n'y a pas de souci, c'est nickel, on peut y aller, feu. Sinon, attention, parce que c'est quand même, on a des problématiques parfois complexes à résoudre. Si vous avez quelqu'un qui ne parle pas français en face, c'est peut être compliqué. Voilà, la gestion des annulations sur certaines activités qui est complexe. Annulation et remboursement, voilà, ça peut être parfois automatisé, parfois non. Est-ce qu'on a besoin d'un système de caisse vraiment aux normes pour faire des ventes physiques aussi? Et auquel cas, il faut que le système de vente en ligne soit connecté au système de caisse. Donc, il faut qu'il propose un système de caisse aux normes. Là, ça c'est un point qui fait mal généralement sur les systèmes d'activité. Voilà, le contrôle d'accès ou le besoin d'un channel manager performant ou pas. Donc, channel manager, hein, c'est aller diffuser sur les canaux de distribution. Donc, voilà, ça, c'est des points clés qui vont vous permettre de choisir votre système de réseau. Alors, du coup, j'en profite, ouais, j'abonde totalement dans le sens de Mathieu. Nous, chez Aérotourisme, on a l'expérience, on avait passé un partenariat avec AOU, dont certains d'entre vous ont bénéficié. Et pour le coup, effectivement, on avait cédé à la tentation de l'outil parfait. Et dans les faits, ben, l'outil, il n'est pas parfait. Le channel manager chez AOU n'est pas top. Activités, ils le sont moins sur d'autres. Voilà, on pourrait dérouler toutes les fonctionnalités et les critères qu'a cité Mathieu, mais voilà, donc du coup, effectivement, aujourd'hui, l'outil parfait qui va pour toutes les activités, qui fait tout, il n'existe pas. Et donc voilà, il faut que vous sachiez choisir en fait l'outil qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins, vos envies. Donc nous, on avait pris AOU aussi parce que en échangeant sur les différents systèmes existants à l'époque avec le réseau Oxygène, AOU était assez bon sur le back office en fait, sur le côté en fait gestion de l'activité, notamment l'affectation des encadrants. Voilà, c'était intéressant. Par contre, du coup, ça faisait un back office extrêmement complexe puisque l'outil essayait de tout faire. Donc, du coup, on se retrouvait avec une espèce d'usine à gaz, avec une prise en main qui était un peu complexe. Parfois, pas face à des besoins qui étaient basiques et sur lesquels, en fait, les utilisateurs, les pros, se perdaient. Et puis d'autres choses, en fait, que AOU ne faisait pas ou faisait mal. Notamment cette histoire de stock un peu complexe sur les canoës, sur les VTT. Voilà, ça, à l'époque, en tout cas, ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, en fait, on a changé notre fusil d'épaule, c'est-à-dire que à vous de choisir l'outil qui vous va le mieux. Alors, on n'a plus, du coup, on n'a pas de moteur de réservation globalisé. On préfère mettre en avant, quand on présente une fiche de prestataire, un bon bouton réservé qui va derrière sur quelque chose d'efficace. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, oui, l'outil parfait, il n'existe pas, malheureusement. Ouais. Après, il y a Gare Tourisme a fait le choix de déployer aussi la solution Eloi. Donc, il faut regarder en fait quand vous avez en fait une solution de réservation qui vous permet de remonter sur les canaux de vente institutionnels que sont l'ADT, les offices de tourisme, etc. C'est Ventourisme aussi, par exemple, du coup, que je connais bien aussi, du coup, utilise voilà, Eloi. L'idée, c'est de vraiment, en tout cas, si vous êtes dans une logique de passer à la vente en ligne et de choisir votre outil, absolument le challenger par rapport à vos besoins. Parce que si ça répond à vos besoins, c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez cet outil-là qui va vous permettre de faire de la vente en ligne sur votre site internet avec les fonctionnalités entre guillemets dont vous avez besoin.
Et l'ensemble de votre stock et de vos disponibilités vont remonter sur les canaux institutionnels. Et vous pouvez du coup être vendu et vous pouvez même imaginer un système de revente locale. Donc, il faut absolument le challenger. Après, si ça ne marche pas pour vous, le premier canal de vente, ça reste votre site internet, du coup, enfin, votre canal de vente direct. Donc, si vous avez besoin d'une fonctionnalité impérativement et que l'outil qui vous est proposé par votre office de tourisme ou l'ADT ne le propose pas, effectivement, vous prenez la décision qui s'impose. Mais l'idée, c'est quand même vraiment de challenger parce que Eloa répond à une grande partie des problématiques de commercialisation des activités. Il peut être mis en défaut sur un certain nombre, mais globalement, il fait quand même plutôt bien le job et ça mérite en tout cas d'être regardé, puisque du coup, à ne pas prendre la solution de votre destination, du coup, vous vous coupez aussi de ce canal de vente-là. Donc, alors, c'est pas rédhibitoire non plus, parce que du coup, vous pouvez très bien dire, je prends quand même un compte juste pour alimenter le canal de vente institutionnel et j'utilise mon outil, moi, un autre pour moi et du coup, je gère comme je gérerais finalement un extranet sur un distributeur. Et je mets un peu de stock et voilà, c'est moins efficace, mais ça permet quand même de ne pas se couper non plus. Donc, voilà, on trouve toujours des solutions. Voilà. Mais effectivement, la solution parfaite, attention, elle n'existe pas. Donc, si on arrive en vous disant, voilà, j'ai un outil qui répond à toutes les problématiques de tous les prestataires d'activité, faut se méfier déjà parce que aujourd'hui, ça n'existe quasi pas en fait. Hein, voilà. Bon voilà, après, c'est vrai que c'est un sujet, j'imagine, qui peut soulever des questions, donc on pourra en reparler peut-être à la fin du webinaire, parce que là, du coup, effectivement, on rentre dans du cas particulier. J'ai essayé de sortir les points clés sur lesquels vous pouvez challenger les différentes solutions de RESA, et évidemment, après, il faut se transposer dans son activité. Vous avez besoin de quelles fonctionnalités pour être à l'aise et bien vendre l'ensemble de vos activités. Voilà. Mais c'est hyper important d'être équipé, quoi. Voilà. Et vous avez une vue, en tout cas, des principaux opérateurs du marché. Mathieu, du coup, en fait, sur la conversation, il y a des questions d'hébergeurs justement qui sont plus du coup dans la position de Prescripteur. Hein. De chez eux. Donc, ce que tu disais, d'avoir accès à l'offre autour par rapport à Eloa, enfin, les solutions qui peuvent être mises en place avec l'aide des offices de tourisme ou des ADT. Et là, c'est intéressant parce que c'est aussi une solution par rapport à un hébergeur qui veut pouvoir donner accès à une offre un peu globale autour de lui. Et ben voilà, c'est aussi intéressant pour ça. C'est-à-dire que dans l'autre sens, pour les prestataires d'activité, jouer le jeu de la solution qui serait mise à disposition par sa destination, c'est aussi une façon de faciliter le lien avec les hébergeurs. Complètement. À partir du moment où voilà, c'est déployé, c'est bien déployé, la solution de la destination, il faut en tout cas, il faut la regarder et il faut essayer parce qu'on a des vrais bénéfices, effectivement. Imaginez qu'il y a, je sais pas, une quinzaine de prestataires d'activité autour d'un hôtel, il ne va pas se connecter sur chacun des back-office, de chacun des outils, de chacun des prestataires pour savoir s'il y a de la dispo. Voilà. Alors que du coup, s'il y a une solution globale, effectivement, il peut avoir un accès revendeur et avoir accès aux disponibilités et renseigner ses clients facilement. Donc, c'est sûr qu'il y a des bénéfices. Après, voilà, il n'y a pas d'outil parfait, donc on a aussi des exigences parfois de prestataires d'activité qui ne sont même pas des exigences, qui sont des impératifs pour eux en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne me donnez pas de caisse certifiée, j'ai besoin je fais 70% de mes ventes physiques et je ne vais pas avoir deux jauges, une pour la vente physique et une pour la vente en ligne, sachant que j'ai des contraintes en disponibilité. Si l'outil ne donne pas de caisse certifiée, voilà, fin de la conversation. J'ai besoin d'un gros channel manager, je veux être connecté Google Réserve, et je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Quoi. J'en ai besoin. Si voilà. Donc, il n'y a pas de situation malheureusement idéale, mais dans tous les cas, effectivement, il faut vraiment regarder parce que les sites de destination et les hébergeurs prescripteurs sont vraiment des leviers très importants pour développer ces ventes. Donc, si on peut faciliter la remontée de ces prix, de ces disponibilités dans les outils qui sont mis en place au niveau local, au niveau de sa destination, c'est toujours une bonne chose. Quoi. Voilà. Et surtout quand c'est automatisé. Nico.
J'en reviens, ouais, excusez-moi, je vais faire un petit point pénible, juste pour vous dire qu'on en est déjà à 11h15 passé, et en termes de timing, voilà, soyons vigilants, je sais que ça soulève les passions, le sujet est intéressant, mais attention au timing, et juste, Ouais. voilà, c'était tout, c'est tout bon. Ok, je passe la seconde. Oui, du coup, voilà, face à ce point-là, de l'équipement technologique, il est forcément un petit peu, un petit peu complexe et qui, voilà, il peut soulever pas mal de points qui, voilà, j'essaye de les présenter globalement sans forcément rentrer dans le détail de tout. L'autre point, une fois qu'on a un bon site internet mobile first, en tout cas adapté mobile avec un bon système de résa et du bon contenu dessus, ça va être de travailler son référencement naturel. Donc là, l'idée, c'était juste de vous présenter en fait une approche, on parle des fois de cocon sémantique ou de contenu en grappe. C'est l'idée de dire, vous avez des pages stratégiques qui sont, je ne sais pas, balade en canoë, canoë Pont du Gard, par exemple. Vous n'êtes pas tout seul sur forcément ce créneau-là. Vous voulez être bien référencé sur des requêtes qui tournent, enfin, sur la requête canoë Pont du Gard. Si vous savez travailler du contenu connexe de type le canoë en famille sous le pont du Gard, les étapes de, comment dire, l'envers du décor, comment on construit, comment on fonctionne et comment on construit nos balades en canoë, et vous placez aussi les mots-clés Pont du Gard dessous. On pourrait imaginer un autre contenu où le retour d'expérience des clients qui ont fait la balade en canoë sous le Pont du Gard, un thème, deux thèmes, trois thèmes qui sont en lien avec la page qui présente vos balades en canoë sur le Pont du Gard. Le fait d'avoir finalement du contenu éditorial de niveau inférieur relié à la page stratégique pour être que vous avez optimisé en termes de référencement sur Canoë Pont du Gard, le fait qu'elle soit portée en fait dessous par du contenu éditorial qui traite aussi du même sujet mais sous des angles un peu particuliers. Donc là, on va être vraiment sur une approche vraiment éditorialisée, renforce en fait le poids de la page. Donc en gros, plus la page thème 1 qui est Canoë Pont du Gard, elle est soutenue par des pages connexes qui vont traiter de la thématique sous des angles particuliers, plus elle a du poids pour Google, du coup. Et l'autre avantage, c'est que du coup, le fait d'avoir produit du contenu autour de cette thématique-là vous donne beaucoup de matières premières pour vos newsletters, pour les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un point hyper intéressant, hyper important à travailler. Donc en fait, on fait le lien entre une stratégie de contenu et une production de contenu finalement et du référencement avec une logique de bien placer en fait dans l'arborescence de son site les contenus connexes qui vont appuyer les pages stratégiques en référencement. Voilà. Et après, l'autre levier, c'est effectivement d'avoir des liens externes qui vont pointer sur ces pages-là. Ça, c'est des éléments très forts en référencement. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit focus là-dessus. En tout cas, il faut travailler sur le référencement naturel, c'est un point important. Le support papier à ne pas négliger non plus, évidemment, hein, ça fonctionne toujours très très bien. Donc il y a les dimensions collectives qui peuvent être mises en œuvre ou les dimensions plus individuelles comme on voit au milieu. N'hésitez pas aussi à avoir recours au QR code sur vos supports papier pour justement enrichir un petit peu la prestation. Donc ça peut être tout simplement un lien vers une page offre remise dans lequel il y aurait éventuellement un code promo. Donc vous pourriez mettre un code promo sur les flyers à faire valoir sur votre système de résa et vous pourriez voir à quel point vos flyers du coup rapportent en termes de vente. Hein. C'est tout bête, mais ça peut très bien fonctionner. En tout cas, donner de la matière derrière ce QR code, c'est pas juste pour aller sur la page d'accueil de votre site. Voilà, donc ça pourrait être pour avoir, si vous avez des activités un peu à sensation qui peuvent générer une part d'inquiétude orientée sur des pages de témoignages, du coup, avec des vidéos notamment de clients qui s'expriment, qui font du retour d'expérience positif sur l'activité, ou tout simplement l'itinéraire Google Maps pour se mettre déjà en route pour y aller. Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités, mais n'hésitez pas à avoir recours à ça, du coup. Et travailler sa relation client. Alors là, je vous ai mis un exemple, mais qui
à mon avis, est compliqué à mettre en œuvre si vous n'avez pas un système de réservation qui vous permet de gérer automatiquement ce qu'on appelle les emails transactionnels, donc le avant, pendant, après, enfin pendant c'est compliqué, mais avant, après en tout cas, une réservation en ligne, puisqu'on a des fenêtres de réservation très courtes, et que si on veut faire ce type de démarche qui est très efficace, hein, du coup, à la main sans son système de résa, c'est à mon sens un peu compliqué. Par contre, ça peut tout à fait s'automatiser et ça peut justement être aussi un critère d'analyse de son système de résa. Me permet-il de paramétrer comme je le veux et de personnaliser comme je veux des emails automatiques d'avant prestation et après prestation? Donc, un exemple de ce que vous pourriez faire sur cette logique-là, c'est d'envoyer un email à J-1 à chacun de vos clients qui a réservé en ligne, donc une parle d'une réservation en ligne en direct, pour lui dire que vous l'attendez avec impatience, pour lui dire qu'il peut déjà s'abonner à vos réseaux sociaux. Donc, ça marche très, très bien, ça, en fait, hein, à ce niveau-là, puisqu'il va venir chez vous pratiquer l'activité demain. Et là, vous lui dites, bah, voilà, tu regardes nos réseaux sociaux et abonne-toi. Voilà. Donc là, on arrive souvent à capter et à transformer un client en abonné à ses réseaux sociaux. Donc, ça, c'est assez intéressant comme démarche. Lui indiquer les principaux détails pratiques, techniques liés à l'activité. Donc ça peut des fois être même très, très utile, c'est-à-dire n'oubliez pas de venir avec tel et tel matériel, prenez garde à ça, voilà, lui rappeler les horaires, le lieu de rendez-vous, etc. Donc ça peut être à mon avis très, 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 très important. Et puis rappeler, voilà, lui rappeler sa réservation globalement, si elle a été anticipée de quelques jours, lui rappeler que c'est bien demain 8 h à tel endroit et que voilà le numéro de la personne à contacter en cas de besoin. Et après l'activité, bah, évidemment, on va lui demander son avis. Donc, on a des systèmes de réservation qui proposent un système d'avis propre, d'autres qui permettent, à partir du moment où on a la main sur cet email-là, on peut orienter sur TripAdvisor, sur Google My Business pour récolter les avis. Donc, ça, c'est pas vraiment un souci, mais en tout cas, il faut pouvoir personnaliser en tout cas ces emails-là, à la fois les automatiser et les personnaliser. Donc lui proposer de faire un retour d'expérience sur TripAdvisor. Un truc très intéressant aussi à ce niveau-là, c'est lui rappeler les avantages dont il peut bénéficier ou faire bénéficier ses amis, faire marcher la prescription en lui transmettant un code promo qui est valable jusqu'à la fin de l'année, par exemple. On peut même imaginer des programmes de fidélité. Ça marche super bien. On peut, alors là, si on est très très fort, on peut lui envoyer les photos de son activité. Ça demande du taf, hein, du coup. Mais sur certaines prestations accompagnées, c'est possible. Moi, j'ai le souvenir d'un prestataire de jet ski notamment qui faisait ça. C'est-à-dire qu'on s'était encadré en jet ski, donc c'est quand même compliqué de se faire des photos quand on est sur un jet ski. Et donc, elle est accompagnée, et donc l'accompagnateur a un bateau à côté. On pourrait avoir la même chose avec un stage de kite ou de la pratique où on a besoin de ses mains globalement, hein, et c'est compliqué de faire des selfies en permanence. Et donc, du coup, qui identifiait tous les groupes et envoyait globalement les photos du groupe à tout le monde à chaque fois. Et c'est vrai que ça fait son petit effet, quoi. Et donc là, si on lui rappelle de remettre un petit avis sur TripAdvisor, généralement, ça marche bien. On peut rappeler encore une fois les avantages de prescrire l'activité à ses amis, sa famille, et on peut la faciliter en donnant un code promo. Et puis lui dire, si tu n'es pas déjà abonné à nos réseaux sociaux, welcome. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait automatiser avec un bon système de résa, et c'est très efficace et ça permet déjà de construire la relation. Voilà. La relation client, c'est un point hyper important, hein. On pourrait imaginer aussi, alors ça on ne pourra pas le faire tous les ans, mais l'année dernière était très particulière, cette saison va être encore, à mon avis, encore particulière, mais vous pourriez là, c'est le bon moment pour le faire, relancer tous vos clients par téléphone juste pour les remercier d'être venus en 2020. Juste pour les remercier, de dire bah, grâce à vous, on a sauvé notre saison en 2020 et on voulait juste vous remercier, quoi. Ça fait c'est tout con, mais ça peut extrêmement bien fonctionner. Vous allez créer quelque chose qui est au-delà du simple je suis un prestataire d'activité et je vends mes prestations. Vous allez être dans une autre dimension qui est beaucoup plus émotionnelle et qui favorisera mécaniquement et sans même le demander la prescription. Adressez évidemment aussi en priorité, quand vous faites des offres, quand vous faites des bons plans, quand vous faites de l'animation commerciale sur le lancement de saison, par exemple, ou les 2 premières semaines, vous allez faire des promotions pour faire découvrir la structure, etc. En premier, on informe ses clients. Ça paraît logique, hein, mais
Et puis, vous pouvez maintenir le lien avec eux, avec de la newsletter, etc. Et puis, un dernier point aussi là-dessus, on n'oublie pas de faire fonctionner la prescription locale. On a vu à quel point c'était important. On peut utiliser les mêmes leviers finalement que de la relation client pour de la prescription. Imaginez que vous avez ces offres et ces bons plans. Vous allez passer un petit coup de fil, envoyer un petit mail, un petit WhatsApp, un petit Messenger, un petit post Facebook sur les groupes auxquels vous participez, éventuellement sur LinkedIn pour votre réseau professionnel, pour relayer l'information de la nouvelle offre que vous proposez, du code promo qui va avec, et pour encourager les gens qui vous connaissent, qui sont vos amis, qui sont vos partenaires professionnels, qui sont les habitants de la destination, qui sont vos voisins, pour les inviter à prescrire auprès de leurs amis cette offre-là. Voilà. C'est tout bête comme truc, mais c'est quand même souvent assez efficace. Voilà. Donc ça, c'est le point, c'est un point voilà, que je voulais quand même, sur lequel je voulais insister. Autre élément aussi, c'est de tirer profit des hashtags et de la prescription de vos clients par le prisme de leurs comptes sociaux, par leurs réseaux sociaux. Donc du coup, en gros, je mets en scène le hashtag dans ma structure, je suggère à mes clients, quand ils partagent du contenu, principalement de la photo Instagram, du coup, de ne pas oublier de mettre le hashtag, comme ça, je peux, moi, en tant que prestataire, retrouver les photos, et puis ça me fait plaisir, et ça me permet aussi d'aller faire un peu mon marché pour récupérer les meilleures photos pour mon site internet. On ne leur dit pas comme ça, évidemment, mais je pense que c'est un point important. Ensuite, du coup, on a d'autres techniques, mais on peut donc mettre en avant son hashtag. Donc, ça peut être sur site, expliquer aussi pourquoi c'est intéressant de vous suivre sur les réseaux sociaux. L'idée étant que, en fait, vous souhaitez à la fois recueillir faire en sorte que vos clients soient vos abonnés sur les réseaux sociaux, et aussi pousser à la production de contenu quand ils sont chez vous, faire en sorte que vos clients publient du contenu sur les réseaux sociaux qui vous valorisent et qui fassent du coup le travail de prescription auprès de leurs amis. Donc on peut carrément aller jusqu'à récompenser les publications Instagram qui vont mettre qui contiennent votre hashtag. Vous pouvez, ça dépend, faut faire attention parce que là on est un peu dans le racolage, donc c'est à utiliser avec précaution, mais dans certains cas, si c'est bien amené et si l'activité est un peu fun, franchement, ça peut être très sympa et vous pouvez challenger vos clients en leur proposant de partager les photos les plus belles, les plus insolites de vos activités en mettant votre hashtag. Et tous ceux qui le font seront récompensés avec un petit coup au bar ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, ça peut, si c'est bien fait, ça peut tout à fait passer nickel. On peut, de façon un peu plus subtile, du coup, juste mettre en scène, proposer, mettre en place des objets qui vont être utilisés, on le sait, par les clients et ils vont se prendre en photo. Donc, un cadre à selfie bien placé, une planche à trous, ou, voilà, j'ai pris l'exemple, c'est de l'hébergement parce que ça me fait, je trouve que c'est assez bien réussi, c'est Mama Shelter. Donc, Mama Shelter, ils mettent juste des masques dans les chambres. Ça appuie, ça va avec leur positionnement un peu décalé aussi. Hein. Mais du coup, en fait, les gens après les mettent, se prennent en photo avec et du coup, voilà, soit on met le hashtag Mama Shelter. Donc ça fonctionne bien. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'avoir un maximum de contenu et d'utiliser vos clients, d'orienter finalement vos clients pour qu'ils publient du contenu sur vous, du contenu valorisant. Mais le contenu sera, logiquement, si vous fléchez Instagram, j'ai beaucoup parlé d'Instagram et pas trop des autres, parce que déjà, c'est le réseau social qui s'y prête le mieux, j'ai envie de dire, pour la question à la fois du visuel et du hashtag. C'est un des réseaux sociaux les plus populaires en B2C. Et c'est surtout que Instagram, globalement, valorise de façon positive quasiment systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vanité sur Instagram qui est de dire de toute façon, quand je publie des photos sur mon compte Instagram, les vacances sont toujours magnifiques, les enfants sont toujours merveilleux et voilà. Et il n'y a pas de vacances de loose sur Instagram. Donc c'est à la fois une hypocrisie et en même temps c'est pratique en marketing. Donc
il faut savoir l'utiliser à bon escient sans tomber dans les travers, mais je pense que ça peut être très utile et notamment utile pour le récupérer sur votre site internet. Donc, j'ai mis ce parallèle-là, où est la vraie famille, avec une photo, j'essaie d'aller un peu vite, je vois l'heure qui tourne, pardon, une photo qui vient de Photolia, ici, Photolia ou Shutterstock ou je sais plus, voilà. Une banque d'images en tout cas. Et une photo qui vient d'Instagram. Donc, il y en a une qui fait vrai, il y en a une qui fait faux. Et ça, c'est hyper important parce que si vous savez réutiliser avec l'accord, évidemment, de vos clients, hein, il ne s'agit pas de le faire sans leur accord, mais si vous pouvez réutiliser sur votre site Internet des photos utilisateurs pour prouver, pour appuyer votre argumentation, alors effectivement, je pense que c'est un point très intéressant, ça, du coup. Donc là, vous voulez dire que votre parc, il est parfaitement adapté pour les enfants, que les enfants ils vont passer un moment super. Vous avez toute votre argumentation des petits services qui sont faits pour les enfants, du détail des parcours qui est adapté pour les enfants, de ce qui est fait pour les parents pendant ce temps-là. Enfin, vous avez tout votre argumentaire qui est fait sous l'angle du parc, le parc Acrobranche adapté aux enfants. Et là, vous prenez ces photos-là avec l'accord des parents, en l'occurrence, puisqu'il s'agit des enfants, en particulier quand il s'agit des enfants, donc comment dire, sur Instagram, sur la publication Instagram, vous demandez à l'auteur si vous pouvez, comment dire, avec votre compte Instagram, vous allez vous connecter et vous demandez en tant que parc Acrobranche, du coup, si vous demandez l'autorisation de réutiliser la photo sur telle page pour telle finalité. Donc là, si vous avez un oui, eh ben, vous avez le droit de le faire. Si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous avez un non, évidemment, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais c'est bien à mettre en place pour pouvoir en avoir un certain nombre. L'idée, c'est de dire, comme ce parc à thème, en fait, du coup, il présente chacune des attractions avec du descriptif, les faits rapides, etc. Et après, la vue utilisateur avec les photos Instagram. C'est-à-dire que je vous vends mon produit, je vous le décris, et après, je vous prouve que en fait, ce que je vous dis est vrai avec du contenu utilisateur. C'est vraiment ça l'idée, en fait. Et je pense que ça, c'est un point vraiment important à avoir en tête. Voilà. Et les deux derniers points, ça va être d'utiliser aussi les réseaux sociaux donc pour de la conquête. Donc là, j'ai pris Facebook et Instagram, du coup, donc, qui se gèrent, on va dire, au même endroit. C'est le même gestionnaire de publicité quand on veut faire des pubs sur Facebook et Instagram. Et en termes de filtrage, c'est juste de ciblage, pardon. C'est des critères de ciblage. C'est juste merveilleux puisque vous pouvez cibler que les habitants, que ceux qui sont en vacances à cet endroit-là, puisqu'ils sont de passage. De passage, c'est des clients c'est des personnes qui sont à l'endroit que vous ciblez, mais qui ont déclaré que leur lieu de domicile était à plus de 200 km. Donc, ce sont des visiteurs en séjour, en règle générale. Donc, ça, c'est parfait au niveau du ciblage. Et après, j'ai mis à droite là, un format d'annonce que je trouve intéressant qui s'appelle génération de prospects. C'est un objectif, c'est un type de campagne sur Facebook et Instagram. Est-ce qu'il fonctionne sur Instagram? Pas sûr. Fonctionne sur Facebook, c'est sûr. Qui permet de non pas orienter les utilisateurs de Facebook sur votre site internet pour qu'ils réservent en leur ayant fait une promesse d'une offre particulière, mais plutôt de lui dire est-ce que tu es intéressé par cette offre-là, et si tu es intéressé par cette offre-là, je te l'envoie par mail, je te l'envoie par SMS. Et en fait, l'idée du génération de prospects, pardon, c'est de collecter une donnée personnelle du coup. Donc en fait, le format d'annonce va demander le consentement à l'utilisateur Facebook de dire est-ce que tu veux transmettre en gros ton email, ton numéro de téléphone à l'annonceur, en l'occurrence vous, si vous faites ce type d'annonce. Donc c'est très intéressant parce que sur Facebook, on est rarement dans un contexte d'achat et c'est compliqué quand même de passer du schéma où j'ouvre Facebook pour voir les nouvelles de mes amis, de ma famille et hop, je sors ma carte bleue immédiatement pour réserver dans un parc Acrobranche. On va en perdre un certain nombre là, vous voyez, entre les deux. Donc souvent, on est obligé de faire de la répétition. Là, c'est un format que je trouve intéressant parce qu'en fait, on va faire une proposition. Si la proposition elle est intéressante, ce qu'on va demander en fait comme effort à l'utilisateur Facebook, c'est juste de dire ouais, ça m'intéresse. Ok, je suis d'accord pour donner mon email et mon numéro de téléphone.
Et après, vous recevez ça dans le gestionnaire de publicité et vous pouvez le réutiliser et du coup, envoyer un code promo et avoir le contact client du coup qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est du travail, hein, mais par contre, je trouve que c'est assez efficace. Sans compter que le modèle publicitaire, le modèle économique, c'est je paye au lead, donc je paye à l'action, je paye au contact récolté. Donc, c'est-à-dire, je paye, ça coûte un peu plus cher qu'une annonce classique, mais je sais pourquoi je paye, quoi. Voilà. Donc, ça, je trouve assez intéressant. Voilà. Et le dernier point, c'est les distributeurs. Donc, on en a beaucoup parlé, mais pour moi, ils arrivent à ce niveau-là. Donc, niveau point 8, je fais le choix d'utiliser les distributeurs pour capter une clientèle plus large, notamment internationale. Donc, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais voilà. Et je joue le jeu avec ma destination. Je joue le jeu en termes de contenu, je joue le jeu éventuellement en termes de technologie, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour un point important, en fait, c'est que 85%, et je finirai là-dessus du coup, je suis un petit peu long, je suis désolé. On a vu qu'au maximum 85% des clientèles touristiques, je ne parle pas des habitants et des locaux qui consomment aussi des activités, mais 85% des clientèles touristiques vont réserver une fois qu'ils sont sur place. Ils vont réserver, mais ils auront plein de questions sur place. Ils vont se dire quel est le musée à voir à tel endroit, quelles sont les activités à faire avec les enfants, quoi faire quand il pleut, etc., etc. Et pour répondre à ces questions-là, les mieux placés, ce sont les offices de tourisme ou les ADT, en tout cas les structures institutionnelles. Tout dépend de la requête, en fait. Si je suis sur des questions autour de Nîmes, la visite de Nîmes, etc., ce sera plutôt l'office de tourisme de Nîmes. Et puis, si c'est des questions d'ordre plus larges qui vont concerner le Gard, on sera plus sur l'ADT du Gard. Enfin, chacun, après, à son niveau, fait ce job-là. Et là, du coup, c'est l'idée de dire je participe. Donc, Gilles parlait du SIT tout à l'heure. Je participe en donnant de l'information de qualité à mon office de tourisme pour lui donner aussi les moyens de présenter mon offre correctement, mais je peux aussi lui donner du contenu éditorial plus fin. Je peux travailler aussi avec lui pour participer à répondre à ça. Donc, l'idée, c'est de dire, je m'adresse aussi aux destinations, s'il y a des destinations qui sont des offices de tourisme qui sont avec nous, c'est aussi travailler vraiment ce contenu en termes éditorial de réponse aux coiffeurs, parce que là, l'enjeu, ce n'est pas juste de la base de données et du SIT, il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut produire aussi du contenu éditorial pour répondre à ces questions-là et faire en sorte que quand un visiteur en séjour tape et demande à Google avec la recherche vocale activité pour les enfants à la Grande Motte, que ce soit la Grande Motte, l'office de tourisme de la Grande Motte qui remonte, comme c'est le cas là sur l'écran. Donc là, c'est juste un petit point pour faire introduire cette notion de position zéro. On parle de position zéro en référencement naturel. C'est ça en fait. C'est quand Google prend première partie des résultats et les remonte. C'est aussi quand on fait une recherche vocale et que Google nous répond avec la réponse à la question qu'on lui a posée globalement ou à la requête qu'on lui a posée. En fait, il va prendre ça. En fait, il va lire littéralement ce qu'il retrouve en position zéro. La position zéro, c'est vraiment le résultat, c'est le meilleur résultat pour Google qui va mettre en avant. Et quand on a cette position zéro, on augmente très, très largement son trafic. Et je pense que sur pas mal de requêtes touristiques de type quelles activités faire avec les enfants, où se garer pour aller visiter tel village, etc., etc., c'est le job des acteurs institutionnels de vraiment se positionner sur ces requêtes-là et faire en sorte de donner la réponse et de donner envie aussi d'aller consulter davantage de contenu pour, in fine, après, aller sur le site du prestataire et réserver directement. Voilà. Sur les petits graphiques que vous voyez quand même en haut à droite, c'est assez impressionnant. Alors, ce n'est pas que sur du tourisme du tout, c'est toutes les requêtes, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sur mobile, on a plus de 50% des requêtes Google qui ne donnent lieu à aucun clic. Je ne clique sur absolument rien. Je clique ou je touche avec mon doigt, aucun résultat. C'est-à-dire je me satisfais de ce que me donne Google et notamment de ce qu'il me donne en position zéro. Donc, c'est un vrai sujet, ça, en fait, du coup. Et à la fois, faites confiance, jouez le jeu avec votre office de tourisme et poussez-le même dans cette voie-là s'il n'y est pas assez, parce que vraiment, c'est un point très important. Voilà. Et je finirai. Gilles, oui, pardon. Ah, alors moi, je ne t'entends pas, Gilles. Je n'ai pas le son. Gilles, le micro, ouais. C'est normal, je n'avais pas mon micro. Non, mais pour aller dans ton sens, effectivement, on est tous à la recherche de cette fameuse position zéro. Les sites Internet institutionnels bougent beaucoup.
Et effectivement, on éditorialise beaucoup plus qu'on ne le faisait avant. C'est-à-dire que on fait plus, quasiment plus de la liste générale de résultats issus de la base de données, enfin Tourinsoft ou Constellation. Des intermédiaires éditoriaux, Constellation. On passe par des intermédiaires et aussi on qualifie dans la base des thématiques. Voilà. Donc, je reviens effectivement sur la nécessité de bien qualifier vos fichiers cités, parce que c'est avec ça qu'on bosse, notamment sur les URL de réservation, parce que voilà, on les a pas toujours. Voilà. Et effectivement, nous aider aussi à produire du contenu plus éditorial. Alors, on travaille beaucoup sur les expériences. Et pour faire des expériences, nous, on a besoin d'avoir vos informations, votre ressenti client. Voilà. Donc, en fait, on a énormément de travail à faire ensemble. Absolument. Exactement. Moi, j'ai envie de dire que c'est une belle conclusion. Merci, Gilles. Merci à vous tous en tout cas. Donc, je suis désolé, on a un petit peu débordé, mais je pense que le sujet est suffisamment intéressant. Je vois que dans une grande majorité des participants qui sont encore parmi nous, donc c'est très bien. C'est que le sujet vous a intéressé. Donc, encore une fois, merci Mathieu, merci Gilles pour cette intervention. Vous allez avoir les supports, donc, enfin le support de présentation. Il sera accessible donc sur le site internet à la fois des chambres de commerce, de Gare Tourisme, d'Aérotourisme, et puis il sera accessible aussi via vos offices de tourisme si vous êtes en contact plus privilégié avec eux. Ils ont accès aussi à ces supports-là. Moi, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, à vos côtés, ça sera le 10 mai et ça sera sur l'itinérance à vélo. Donc, c'est Vivian qui, en dehors des cyclistes, est aussi un super consultant sur cette question-là. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de choses à traiter sur ça aussi. Ce que je vous propose, c'est on va rester peut-être quelques minutes avec Mathieu et Gilles. On va couper les caméras, mais on reste derrière sur le chat si vous avez encore quelques questions à poser, si ça vous va à tous les deux. Et puis après, sinon, on vous dit au Oui, pas de souci. Tu peux prendre les questions comme ça, du coup, oralement ou... On va les prendre. Alors, écoute, là, pour l'instant, moi, j'en ai pas plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait rester sur les autres, on fonctionnait comme ça. Donc là, je vois rien de particulier. Alors, si j'avais, tiens, à la limite, on peut prendre. Il y avait Victor qui demandait un retour sur MyResApp. Je sais pas si tu connais en particulier cette solution-là. Pardon. MyResApp, R-E-Z-A-2-P. C'est un outil de gestion en fait de commercialisation en ligne. Non, ça me parle pas du coup. Ça te parle pas? Ouais, moi j'avais pas de retour particulier aussi. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai pas de retour particulier non plus, malheureusement. Gilles, tu connais pas de Presta non plus qui l'utilise? Ça me dit rien. Non. Ça me dit rien. Et si Mathieu connaît pas, en général, moi je connais pas. Non, après il y a beaucoup d'acteurs quand même, donc on peut tout à fait passer à côté. Des fois, ils sont très bons sur juste vraiment un créneau spécifique dans les activités. Ils sont développés à partir de là et on a des sociétés jeunes, et on peut passer à côté. Mais là, ça me parle pas. Non, là après, ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé, j'ai pas vu de. Il y a juste une petite question. Alors, effectivement, je l'ai pas précisé. Le support sera accessible, mais il y a bien entendu un replay qui sera accessible aussi du webinaire. Pas de problème, François. Ce sera fait. Ok. Bah, écoutez, dans l'ensemble, on va se dire. Et puis, on se dit à très vite. Ça marche. Merci pour votre attention et voilà, à bientôt. Merci, bonne journée, bon appétit. Bonne journée.